Le soleil de juin brillait sur les toits en ardoise de Paris, promettant une journée radieuse pour le mariage de Camille et Antoine. L'église Saint-Sulpice, majestueuse au cœur du 6e arrondissement, s'apprêtait à accueillir l'événement le plus attendu de la saison. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, commençaient à affluer sur le parvis, leurs murmures excités se mêlant au bruissement des feuilles des platanes centenaires. Antoine, 32 ans, héritier d'une célèbre maison de Champagne, ajustait nerveusement son nœud papillon devant le miroir de la sacristie. Ses yeux noisettes, habituellement pétillants de malice, reflétaient une anxiété inhabituelle. Il passa une main dans ses cheveux bruns soigneusement coiffés, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. « Tout va bien se passer, mon vieux », murmura-t-il à son reflet, essayant de se convaincre lui-même. Un coup discret à la porte le fit sursauter. C'était Mathieu, son meilleur ami et témoin, qui passa la tête par l'entrebâillement. « Prêt pour le grand saut ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Antoine hocha la tête, reconnaissant de la présence rassurante de Mathieu. Ils se connaissaient depuis l'enfance, ayant grandi ensemble dans les vignobles de Champagne. Mathieu, avec sa chevelure blonde et ses yeux bleus perçants, avait toujours été le plus charismatique des deux, celui qui attirait naturellement tous les regards. « As-tu vu Camille ?» s'enquit Antoine, une pointe d'inquiétude dans la voix. Le visage de Mathieu se crispa imperceptiblement avant de reprendre son expression joviale habituelle. « Ne t'inquiète pas, elle est probablement en train de se faire pomponner. Tu sais comment sont les femmes le jour de leur mariage. » Antoine acquiesça, chassant ses doutes naissants. Après tout, Camille et lui étaient faits l'un pour l'autre. Leur histoire d'amour avait débuté 3 ans plus tôt, lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier. Camille, 28 ans, mannequin renommé et égérie d'une grande maison de couture parisienne, l'avait immédiatement captivé par sa grâce et son intelligence. Leur coup de foudre avait été réciproque et intense, les propulsant rapidement vers les fiançailles et maintenant le mariage. Les cloches de l'église commencèrent à sonner, signalant le début de la cérémonie. Antoine prit une profonde inspiration et sortit de la sacristie, Mathieu sur ses talons. L'allée centrale de l'église était un océan de visages souriants et d'yeux brillants d'émotion. Antoine prit place devant l'autel, son cœur battant la chamade d'anticipation. Les premières notes de la marche nuptiale résonnèrent sous les voûtes séculaires. Les portes s'ouvrirent en grand et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Antoine retint son souffle, s'attendant à voir apparaître Camille dans sa robe de mariée. Mais l'allée resta désespérément vide. Les secondes s'égrenèrent, se transformant en minutes interminables. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Antoine sentit une sueur froide perler sur son front. Où était Camille? Il se tourna vers Mathieu, cherchant du réconfort dans les yeux de son ami. Mais Mathieu évitait son regard, son visage pâle et tendu. « Je vais aller voir ce qui se passe », balbutia Mathieu, avant de s'éclipser rapidement par une porte latérale. Antoine resta figé, ses pensées tourbillonnant dans un maelstrom d'inquiétude et de confusion. Les invités commençaient à s'agiter, échangeant des regards perplexes et des chuchotements anxieux. Soudain, un cri étouffé retentit depuis l'arrière de l'église. Antoine, propulsé par un instinct qu'il ne comprenait pas, se précipita dans cette direction, fendant la foule des invités. Il gravit 4 à 4 les marches menant aux appartements privés de l'église, son cœur menaçant d'exploser dans sa poitrine. Une porte entr'ouverte laissait filtrer des sons étouffés. Antoine la poussa d'une main tremblante. Le temps sembla se figer. Là, devant lui, dans une pièce baignée par la lumière dorée du soleil parisien, se trouvaient Camille et Mathieu, enlacés dans une étreinte passionnée. La robe de mariée de Camille, un chef-d'œuvre de dentelle et de soie, gisait à moitié défaite sur le sol. Les lèvres de Mathieu parcouraient avidement le cou de la jeune femme, tandis que ses mains exploraient les courbes de son corps avec une familiarité évidente. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le monde autour de lui se brouilla, les contours de la réalité devenant flous et distordus. Un bourdonnement assourdissant emplit ses oreilles, noyant les exclamations de surprise et les explications bafouillées de Camille et Mathieu. « Antoine, ce n'est pas ce que tu crois. » La voix de Camille lui parvenait comme à travers un épais brouillard. « Mon vieux, je peux tout expliquer. » Mathieu faisait un pas vers lui, les mains levées en signe d'apaisement, mais Antoine ne les entendait plus. Son esprit,
comme pour se protéger de la douleur insoutenable de la trahison, se replia sur lui-même. Des images défilaient devant ses yeux. Camille riant aux éclats lors de leur premier rendez-vous, Mathieu le serrant dans ses bras le jour où il avait perdu son père, les regards complices qu'il avait surpris entre eux et qu'il avait naïvement interprétés comme de l'amitié. Sans un mot, Antoine tourna les talons et s'enfuit en courant. Il dévala les escaliers, traversa l'église comme un fantôme, sourd aux appels et aux exclamations surprises des invités. Il émergea sur le parvis, le soleil de juin l'aveuglant momentanément. Pendant un instant, il resta là, immobile, le souffle court, son costume de mariée en désordre, contrastant cruellement avec le chaos qui régnait dans son esprit et son cœur. Puis, comme mu par une force invisible, il se mit à courir. Il courut à travers les rues de Paris, slalomant entre les passants médusés, ignorant les klaxons des voitures et les cris des badauds. Il courut jusqu'à ce que ses poumons soient en feu et que ses jambes menacent de céder sous lui. Finalement, épuisé physiquement et émotionnellement, Antoine s'effondra sur un banc des quais de Seine. Le fleuve coulait paresseusement devant lui, indifférent à son drame personnel. Les touristes sur les bateaux mouches le regardaient avec curiosité, se demandant probablement quelle histoire se cachait derrière cet homme en costume de mariée, seul et visiblement bouleversé. Antoine fixa l'eau sans la voir, son esprit rejouant en boucle la scène qu'il venait de découvrir. Comment avait-il pu lui faire ça? Camille, la femme qu'il aimait plus que tout au monde, et Mathieu, son meilleur ami depuis toujours. Les deux personnes en qui il avait le plus confiance l'avaient trahi de la pire des manières. Les heures passèrent, le soleil déclinant lentement à l'horizon, teintant le ciel parisien de nuances orangées et violettes. Antoine resta assis, immobile, les yeux dans le vague. Son téléphone, qu'il avait fini par éteindre, n'avait cessé de vibrer dans sa poche, submergé par les appels et les messages de Camille, Mathieu, sa famille et ses amis. Alors que les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Antoine prit une décision. Il ne pouvait pas rester ici, entouré de tous ses souvenirs, de tous ces lieux qui lui rappelleraient constamment sa douleur et son humiliation. Il devait partir, s'éloigner, recommencer ailleurs. D'un geste mécanique, il sortit son portefeuille et en extirpa sa carte de crédit. En tant qu'héritier d'une maison de champagne prospère, l'argent n'avait jamais été un problème pour lui. Maintenant, il allait utiliser cette ressource pour fuir, pour se reconstruire loin de tout ce qu'il avait connu. Antoine se leva, ses jambes engourdies, protestant après des heures d'immobilité. Il héla un taxi et donna l'adresse de son appartement au chauffeur. Une fois chez lui, il rassembla quelques affaires à la hâte, évitant soigneusement de regarder les photos de Camille et lui qui ornait encore les murs. Moins d'une heure plus tard, il était à l'aéroport Charles de Gaulle, contemplant le tableau des départs. Ses yeux parcoururent la liste des destinations, cherchant un endroit où il pourrait se perdre, où personne ne le connaîtrait, où il pourrait panser ses blessures loin des regards compatissants ou moqueurs. Son regard s'arrêta sur un vol en partance pour Tokyo. Le Japon, un pays où il n'était jamais allé, une culture radicalement différente de la sienne. L'endroit parfait pour disparaître et se réinventer. Sans hésiter, Antoine se dirigea vers le comptoir d'enregistrement. Quelques heures plus tard, alors que l'avion décollait, emportant avec lui les lumières scintillantes de Paris, Antoine ferma les yeux, laissant enfin couler les larmes qu'il avait retenues toute la journée. Alors que l'appareil prenait de l'altitude, survolant la ville qui avait été le théâtre de son bonheur et de sa déchéance, Antoine ne pouvait s'empêcher de se demander que lui réservait l'avenir. Comment allait-il surmonter cette trahison? Et surtout, pourrait-il un jour faire à nouveau confiance à quelqu'un? Le vrombissement des moteurs berça Antoine dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars où Camille et Mathieu le narguaient, riant de sa naïveté. Lorsqu'il se réveilla en sursaut, plusieurs heures plus tard, l'hôtesse annonçait leur descente vers l'aéroport de Tokyo Haneda. Le choc culturel fut immédiat et total pour Antoine, lorsqu'il émergea de l'aéroport de Tokyo Haneda. L'air humide et lourd de l'été japonais le frappa de plein fouet, tandis que ses yeux tentaient de déchiffrer les enseignes en caractères kanji qui l'entouraient. Le bourdonnement constant de la mégalopole, si différent du rythme parisien, l'enveloppa comme une couverture étouffante. Pendant les premiers jours, Antoine erra dans les rues de Tokyo comme un fantôme, se perdant dans le dédale des quartiers,
Incapable de communiquer avec les locaux au-delà de quelques mots d'anglais basiques, il passa ses nuits dans des capsules hôtels, ces minuscules chambres empilées les unes sur les autres, symbole de l'efficacité japonaise et de sa propre solitude écrasante. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Peu à peu, Antoine commença à trouver ses marques dans cette ville qui ne dormait jamais. Il loua un petit appartement dans le quartier de Shimokitazawa, connu pour son ambiance bohème et ses boutiques vintage. Chaque matin, il se rendait dans un petit café du coin où la propriétaire, une vieille dame au visage ridé et au sourire bienveillant, lui servait un café et un onigiri sans qu'il ait besoin de commander. Un soir, alors qu'il sirotait un whisky dans un bar minuscule de Golden Guy, Antoine fit la connaissance de Kenji, un jeune tokyoïte qui parlait un français impeccable. Kenji, fasciné par la culture française, bombardait Antoine de questions sur Paris, le champagne, la mode. Pour la première fois depuis son arrivée au Japon, Antoine se surprit à sourire, presque à rire, en racontant des anecdotes sur sa vie d'avant. « Mais que fais-tu si loin de chez toi, Antoine-san » finit par demander Kenji, intrigué par la mélancolie qui voilait parfois le regard de son nouvel ami. Antoine hésita un instant, puis, ça peut être encouragé par l'alcool et la chaleur de cette nouvelle amitié, il se confia. Il raconta tout, le mariage, la trahison, sa fuite impulsive. Kenji l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec compréhension. « Tu sais, Antoine-san, » dit doucement Kenji une fois qu'Antoine eut fini son récit, « au Japon, nous avons un concept appelé kintsugi. C'est l'art de réparer la porcelaine brisée avec de l'or. L'idée est que les fissures et les réparations font partie de l'histoire de l'objet, le rendant plus beau et plus précieux. Peut-être que c'est ce que tu es en train de faire ici, à Tokyo. Tu répares ton cœur brisé, et tu deviendras plus fort grâce à cette expérience. » Ces paroles touchèrent Antoine plus qu'il ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, allongé sur son futon, il réfléchit longuement à sa vie, à ses choix, à son avenir. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit prêt à aller de l'avant. Les jours suivants, guidé par Kenji, Antoine commença à explorer Tokyo avec un regard neuf. Il visita les temples séculaires de Asakusa, s'émerveilla devant la frénésie du carrefour de Shibuya, se perdit dans les allées du marché aux poissons de Tsukiji. Peu à peu, il sentit son cœur s'ouvrir à nouveau, s'imprégnant de la beauté et de la complexité de cette culture si différente de la sienne. Un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner habituel au café, la vieille propriétaire lui adressa la parole en japonais, accompagnant ses mots de gestes expressifs. Antoine, perplexe, sortit son téléphone pour utiliser une application de traduction. La dame parlait d'une offre d'emploi dans une école de langue du quartier qui recherchait un professeur de français natif. Intrigué, Antoine se rendit à l'adresse indiquée. L'école, nichée au dernier étage d'un immeuble moderne, était lumineuse et accueillante. La directrice, une femme d'une cinquantaine d'années au visage avenant, l'accueillit chaleureusement. Malgré son manque d'expérience dans l'enseignement, elle fut séduite par son enthousiasme et sa connaissance approfondie de la culture française. « Vous savez, monsieur Durand, » dit-elle en anglais avec un fort accent japonais, « nos élèves ne veulent pas seulement apprendre la langue. Ils veulent comprendre l'âme de la France, votre passion pour votre pays, votre connaissance du monde du vin et de la mode. Tout cela sera précieux pour nos étudiants. » Antoine accepta le poste, surpris de se sentir aussi excité à l'idée de ce nouveau défi. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Il prépara ses cours avec une énergie qu'il ne se connaissait pas, redécouvrant sa propre culture à travers les yeux de ses élèves japonais. Leur curiosité, leur respect pour la tradition française, leur émerveillement devant les subtilités de la langue de Molière, tout cela raviva en lui une fierté et un amour pour son pays qu'il avait cru perdu. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après un dîner avec Kenji et quelques autres amis, Antoine réalisa qu'il n'avait pas pensé à Camille ou à Mathieu depuis des jours. La douleur était toujours là, quelque part au fond de lui, mais elle avait perdu de son acuité. Elle faisait désormais partie de lui, comme une cicatrice qui rappelle une blessure passée mais guérie. Cependant, le destin n'avait pas fini de jouer avec Antoine. Un matin de septembre, alors qu'il se rendait à l'école, son téléphone vibra. C'était un message de sa mère, la première communication qu'il acceptait de sa famille depuis son départ précipité de Paris. « Mon chéri, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu as besoin de temps et d'espace, et je respecte cela. Mais je voulais que tu saches, ton père est malade. »
Les médecins ne sont pas optimistes. S'il te plaît, réfléchis à revenir nous voir, nous t'aimons. Maman. Antoine s'arrêta net au milieu du trottoir bondé, ignorant les regards agacés des Tokyoïtes pressés qui le contournaient. Son cœur battait la chamade. Son père, cet homme fort et fier qui l'avait initié au secret du champagne, qui l'avait soutenu dans tous ses choix, malade, peut-être mourant. La journée passa dans un brouillard. Antoine donna ses cours mécaniquement, son esprit à des milliers de kilomètres de là, dans les vignobles de Champagne où il avait grandi. Le soir venu, il se confia à Kenji autour d'un verre de saké. « Tu dois y aller, Antoine-san, » dit doucement Kenji. « La famille est sacrée. Et puis, peut-être est-ce le moment de faire face à ton passé, de clore ce chapitre de ta vie pour de bon. » Antoine savait que son ami avait raison. Mais l'idée de retourner à Paris, de revoir les lieux qui avaient été témoins de son bonheur puis de sa déchéance, le terrifiait. Et s'il croisait Camille, ou pire Mathieu, était-il prêt à les affronter? Cette nuit-là, Antoine ne trouva pas le sommeil. Il arpenta les rues de Shimokitazawa jusqu'à l'aube, pesant le pour et le contre, se remémorant son ancienne vie tout en contemplant celle qu'il s'était construite ici, à Tokyo. Au petit matin, épuisé mais l'esprit plus clair, il prit sa décision. Il réserva un billet d'avion pour Paris, partant le lendemain. Puis il se rendit à l'école de langue pour expliquer la situation à la directrice. Celle-ci, compréhensive, lui assura que son poste l'attendrait à son retour, si tel était son souhait. La journée passa dans un tourbillon de préparatifs et d'au revoir. Kenji insista pour l'accompagner à l'aéroport. « N'oublie pas, Antoine-san », dit-il en l'étreignant une dernière fois avant qu'Antoine ne passe les contrôles de sécurité. « Tu es comme cette porcelaine réparée alors. Tes expériences t'ont rendu plus fort, plus beau. N'aie pas peur de briller. » Alors que l'avion décollait, survolant la baie de Tokyo avant de mettre le cap vers l'ouest, Antoine sentit une étrange paix l'envahir. Il ne savait pas ce qui l'attendait à Paris, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à l'affronter. Le vol fut long, ponctué de turbulences qui semblaient refléter les remous de l'esprit d'Antoine. Il oscilla entre l'anxiété de retrouver son ancienne vie et l'impatience de revoir sa famille, de s'assurer que son père allait bien. Lorsque l'avion amorça sa descente vers l'aéroport Charles de Gaulle, le cœur d'Antoine battait si fort qu'il avait l'impression que tous les passagers pouvaient l'entendre. L'air frais de l'automne parisien saisit Antoine à sa sortie de l'aéroport. Les feuilles dorées des arbres bordant les avenues lui rappelèrent que près d'un an s'était écoulé depuis son départ précipité. Un taxi le conduisit à travers les rues familières de la capitale, chaque monument, chaque carrefour ravivant des souvenirs qu'il croyait enfouis. Lorsque la voiture s'engagea dans l'allée de la maison familiale en Champagne, Antoine sentit sa gorge se nouer. Sa mère l'attendait sur le perron, le visage marqué par l'inquiétude et le soulagement mêlés. Sans un mot, elle le prit dans ses bras, le serrant si fort qu'Antoine eut l'impression de redevenir un petit garçon. « Ton père est à l'étage », murmura-t-elle après un long moment. « Il sera si heureux de te voir. » Antoine gravit les marches avec appréhension. La chambre de ses parents était plongée dans une semi-pénombre, les rideaux tirés laissant filtrer une douce lumière automnale. Son père, autrefois si imposant, semblait avoir rétréci dans le grand lit. Mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Antoine. « Mon fils !» souffla-t-il, tendant une main que son fils saisit avec émotion. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Antoine passait ses journées au chevet de son père, écoutant ses histoires, rattrapant le temps perdu. Le soir, il aidait sa mère à gérer les affaires de la maison de Champagne, redécouvrant avec plaisir les subtilités de cet art qui avait bercé son enfance. Une semaine après son retour, alors qu'il se promenait dans les vignobles, Antoine tomba nez à nez avec Mathieu. Un silence pesant s'installa entre les deux hommes, chargé de non-dits et de regrets. « Antoine, je... » commença Mathieu, mais Antoine leva une main pour l'interrompre. « Pas maintenant, Mathieu. Je ne suis pas prêt. » Mathieu hocha la tête, compréhensif. « Je comprends. Mais sache que je suis désolé, vraiment désolé. Quand tu seras prêt à parler, je serai là. » Antoine le regarda s'éloigner, surpris de constater que la colère qu'il s'attendait à ressentir avait laissé place à une sorte de lassitude mélancolique. Les semaines passèrent. L'état de santé du père d'Antoine s'améliora progressivement, au grand soulagement de toute la famille. Un soir, alors qu'ils dégustaient ensemble une cuvée spéciale dans le salon, son père lui posa la question qui flottait dans l'air depuis son retour. «
Que comptes-tu faire maintenant, Antoine? Tu as ta vie à Tokyo, mais la maison de Champagne aura besoin d'un héritier fort pour la guider dans les années à venir. Antoine contempla le liquide doré dans son verre, réfléchissant à sa réponse. « Je ne sais pas encore, papa. J'aime ma vie au Japon, mais être ici me fait réaliser à quel point nos traditions, notre héritage me manquaient. » Son père sourit avec compréhension. « Tu as le temps de décider. L'important est que tu trouves ta voie, celle qui te rendra vraiment heureux. » Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait dans les rues de Paris, Antoine aperçut une silhouette familière à la terrasse d'un café. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était Camille. Elle le vit presque au même moment. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla se suspendre. Antoine hésita un instant, puis, prenant une profonde inspiration, il s'approcha de sa table. « Bonjour, Camille, » dit-il doucement. Elle le regarda, les yeux brillants de larmes contenues. « Antoine, je suis tellement désolé. Pour tout. » Ils parlèrent pendant des heures, vidant leur cœur, exorcisant les fantômes du passé. Camille lui raconta comment sa relation avec Mathieu avait commencé, née d'une complicité qui avait lentement dérivé vers quelque chose de plus. Comment la culpabilité les rongeait tous les deux, mais qu'ils n'avaient pas eu le courage d'affronter la vérité avant qu'il ne soit trop tard. « Nous ne sommes plus ensemble, Mathieu et moi, » confia Camille. « Ce qui s'est passé entre nous, c'était une erreur. Une terrible erreur qui a blessé la personne que nous aimions le plus au monde. » Antoine l'écouta, surpris de constater que la douleur qu'il s'attendait à ressentir s'était muée en une sorte de compassion teintée de tristesse. « Je ne peux pas dire que je vous pardonne, pas encore, » dit-il finalement, « mais je comprends mieux maintenant. Et je vous remercie pour votre honnêteté. » En rentrant chez lui ce soir-là, Antoine se sentit étrangement léger, comme si un poids qu'il portait depuis des mois s'était enfin envolé. Les jours suivants, il passa beaucoup de temps seul, réfléchissant à son avenir. Il se promenait dans les vignobles, respirant l'odeur de la terre et des raisins mûrs. Il visitait les caves, redécouvrant la magie de la fermentation qui transformait le simple jus de raisin en nectar pétillant. Un matin, alors qu'il observait le soleil se lever sur les coteaux champenois, Antoine eut une épiphanie. Il comprit soudain ce qu'il voulait faire de sa vie. Il convoqua une réunion de famille et exposa son idée. Il voulait créer une nouvelle gamme de champagne, fusionnant les techniques traditionnelles françaises avec des influences japonaises. Un champagne qui serait le reflet de son propre parcours, un pont entre deux cultures. « Nous pourrions utiliser des levures japonaises pour la fermentation, » expliqua-t-il avec enthousiasme, ou même expérimenter avec des fûts de saquences pour le vieillissement. Ce serait une célébration de la tradition et de l'innovation, un symbole de renouveau. Ses parents échangèrent un regard, puis son père sourit largement. « C'est une idée audacieuse, mon fils, exactement ce dont notre maison a besoin pour entrer dans une nouvelle ère. » Les mois suivants furent intenses. Antoine partagea son temps entre la France et le Japon, travaillant sans relâche sur son projet. Il collabora avec des maîtres de cha du Japon, étudia les subtilités de la fabrication du saké, tout en restant fidèle aux méthodes champenoises qui avaient fait la réputation de sa famille. Un an jour pour jour après son retour en France, Antoine présenta sa première cuvée lors d'une dégustation exclusive à Paris. Le champagne, qu'il avait nommé Kintsugi, en hommage à la philosophie japonaise qui l'avait tant inspiré, fut accueilli avec enthousiasme par les critiques et les amateurs. Lors de la réception qui suivit, Antoine se retrouva entouré de sa famille, de ses amis, et même de Mathieu et Camille, avec qui il avait lentement renoué des liens différents mais non dénués de chaleur. Kenji, qui avait fait le voyage depuis Tokyo pour l'occasion, leva son verre dans un toast. À Antoine qui, comme le kintsugi, a transformé ses blessures en or, kanpai. Alors que les bulles dorées dansaient dans son verre, Antoine réalisa à quel point son voyage avait été long et sinueux. De la trahison qui avait brisé son cœur à cette soirée triomphale, il avait traversé des océans, physiques et émotionnels. Il regarda autour de lui, observant les visages souriants de ceux qui l'entouraient. Son père, dont la santé s'était miraculeusement rétablie. Sa mère, dont les yeux brillaient de fierté. Kenji, l'ami qu'il avait soutenu dans ses moments les plus sombres. Et même Mathieu et Camille, rappel d'une douleur passée, mais aussi d'une résilience nouvellement acquise. Antoine comprit alors que chaque épreuve, chaque choix, chaque rencontre l'avait façonné,
comme les fissures dorées du kintsugi. Il était devenu plus fort, plus sage, plus complet. Levant son verre à son tour, Antoine porta un toast silencieux. À l'amour perdu et retrouvé, aux amitiés qui transcendent les océans, aux secondes chances et aux nouveaux départs, mais surtout à la beauté qui naît de nos brisures, quand on a le courage de les réparer avec de l'or. Le champagne kintsugi pétillait dans son verre, promesse d'un avenir brillant où les traditions françaises et japonaises s'entremêleraient harmonieusement. Et tandis que la soirée battait son plein, Antoine sut avec certitude qu'il avait enfin trouvé sa place, à la croisée de deux mondes, fort de ses expériences et prêt à affronter ce que l'avenir lui réservait. Fin.